Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Lou. Le Before des GG de retour sur ce plateau. Vous l'avez compris, le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, Félix, a pris la parole. Emmanuel, vous allez réagir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Oui, Djiba, on a écouté donc les deux parties, mais il me semble, si vous suivez les explications sur toute la ligne, qu'il y a des zones d'ombre dans le dossier. Et que véritablement le département devrait encore apporter des éclaircissements. Vous savez, loin dans l'esprit d'apporter des charges sur le département, nous voulons avoir des explications. Parce que comment se fait-il que les 37, parce que ce sont finalement ces 37 lauréats qui sont en train de revendiquer leur bourse, comment se fait-il que vous dites qu'être lauréat ne signifie pas forcément être boursier et qu'au même moment, vous recevez ces 37 lauréats pour une réunion d'explication au cours de laquelle vous leur promettez de régler la situation pour qu'ils rentrent dans leur dû. Et que vous leur promettez que dans 2 semaines, ils doivent voyager pour le Maroc. Vous voyez là où il y a la problématique se pose. Et donc, quand on a connu notre pays de par le passé, les choses qui se passent, je crois qu'à un moment donné, il faut beaucoup plus d'explications. Si ces 37 lauréats n'étaient pas de facto boursiers, c'était clair. Vous pouvez leur dire, écoutez, vous n'êtes pas boursier, les 50 premiers noms qui sont partis au Maroc sont retenus comme boursiers. Mais vous tenez une rencontre, une réunion avec eux, où vous les affirmez, ok, il y a eu des erreurs, où il y a eu même la suspension de M. Fofana qui gère le service national de bourse extérieure. Pourquoi suspendre le monsieur? Oui, pourquoi suspendre le monsieur s'il n'y avait pas des problèmes? Parce qu'ils se disent qu'il y a eu des erreurs, donc ils ont suspendu le monsieur. Je crois qu'il y a des zones d'ombre et il faut que vraiment le département apporte des éclaircissements. Je vais terminer là-dessus. Pour le peu qu'il y ait une telle situation. Je vais terminer là-dessus. Vous savez, les études en Guinée, c'est difficile. Vous étudiez dans des conditions dures. Vos parents payent et vous-même vous en payez les frais. Et donc, lorsque vous avez ces genres d'opportunités, vous vous dites que ça vient galvaniser quand même l'effort que vous avez pu fournir dans les études. Et surtout qu'on parle de la formation professionnelle où il y a beaucoup de jeunes qui n'acceptent pas de partir dans ces filières. Et donc, quand il y a ces opportunités-là, il faut vraiment le faire les donner au meilleur. Dans la sincérité. C'est normal. Et Emmanuel, allez-y. Avant vous, Djibril, oui. Oui, je voudrais quand même préciser ceci parce que lorsqu'il y a eu cette prise de contact entre le secrétaire général du ministère et ses lauréats, il y a eu un jeune qui avait tout cet espoir, qui était venu à moto avec un de ses parents lors de ses prises de contact. Mais quand il a appris par la suite qu'il n'a pas été pris, il a eu un problème psychologique. Donc ça crée toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Ce que je voudrais quand même ajouter par rapport à cette histoire, c'est que le contenu du mail indique par la suite qu'il y a toujours des places. Donc, pour l'année prochaine, le département est tout à fait habilité pour reconduire peut-être parmi les 193 là des lauréats. Donc, je vais dire qu'il n'y a pas... On peut quand même régler le problème et ces étudiants qui sont recalés peuvent quand même espérer, mais il faudrait que le département essaie de trouver une solution avec eux. Voilà, surtout pour le cas des 37. Emmanuel. Rapidement, moi, par rapport à cette histoire, j'aimerais m'exprimer rapidement sur 3 points. Le premier, c'est, je vois un communiqué qui est sous mes yeux, où je vais rapidement lire une partie, où on dit, grâce à la forte implication des ministres de tutelle et du DG du SNAP, des solutions sont en train d'être trouvées afin que les vrais lauréats puissent rejoindre leur lieu de formation au plus vite. La question que je me pose, à moins que je ne sois pas très intelligent, comment peut-on dire de vrais lauréats? Cela suppose que de l'autre côté, aux antipodes, il existe des faux lauréats qui ont de ce fait bénéficié de la bourse alors que les vrais lauréats ont été lésés. De ces bourses. Donc, je pense que premièrement, il y a lieu qu'on soit plus conséquent dans ce qu'on est en train de faire. Le second point sur lequel j'aimerais m'exprimer, c'est que quand, à moins que j'ai voulu l'interroger là-dessus, lorsqu'il reçoit ces étudiants-là, ceux qui réclament leur bourse, et est-ce qu'il leur a dit, est-ce que c'est vous qui voulez nous créer des problèmes? Parce que si c'est le cas,
il y a véritablement une volonté d'intimidation. Et de ce fait, chaque fois qu'on veut intimider, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Donc, sur ce deuxième point-là, je pense que le ministère, en plus d'être conséquent, doit utiliser une méthode pédagogique, être méthodique. En plus de parler de méthode pédagogique, est-ce qu'ils ont expliqué à ces réclamations-là, à ces étudiants qui réclament, est-ce qu'on leur a expliqué qu'il y a eu des échanges avec les autorités marocaines qui ont dit nous ne fixons pas des critères, il peut y avoir des gens du BTS, du CAP. Est-ce qu'on leur a expliqué cela et que c'est à partir de ces informations, de ce complément d'informations, de ce recoupage dont il a fait cas et que c'est à cette suite-là qu'ils ont décidé de faire profiter d'autres personnes qui ne sont pas forcément issues du BTS. Je pense que tous ces éclaircissements-là devaient être apportés pour permettre à ce que ce genre de réclamation ne puisse pas jaillir. J'aimerais terminer pour dire qu'il faut que des pratiques comme ça cessent. Vous savez, vous vous rappelez la dernière fois avec Miss Mathématiques, où on va, je ne sais pas par quelle magie, par quel tour de miracle, par quel miracle, on va arriver à substituer la Miss, au moins la première dauphine ou la seconde dauphine, mais quand même la Miss. Je pense qu'on déborde d'intelligence dans ce pays-là. Emmanuel, ce qui est bien dit, on va partir, marquer une courte pause, on revient tout de suite pour parler de ce dossier d'enquête. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua. Before des GG, c'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission. C'était notre démêlé judiciaire au contour empreint de beaucoup d'ambiguïté à tel enseigne qu'elle suscite une avalanche d'interrogations. Le 4 février 2022, l'ancien gouverneur de la Banque centrale est attrait par devant la direction centrale des investigations judiciaires pour, dit-on à l'époque, s'expliquer sur un contrat d'achat d'or avec la société du raffinage de métaux Affinor. Toutefois, il semble que face à la difficulté de trouver des éléments tangibles pour étayer leurs soupçons de détournement, la CRIEF décide d'étendre l'éventail de son accusation à l'enrichissement illicite, à violation des règles de marché public, corruption d'agents que cache suspecte de ces autres accusations. On en parle avec vous, Babila. Vous êtes intéressé à ce dossier avec Sekou Alphonse Mara. On vous écoute. Voilà, merci Djiba. Il faut rappeler que depuis plusieurs mois, nous sommes sur ce dossier. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a polarisé toutes les attentions. Toute l'opinion nationale a été servie de cette information, comme quoi l'ancien gouverneur de la BCRG aurait détourné 3 tonnes d'or de la République de Guinée, et qui était, n'est-ce pas, gardé comme un trésor de l'État guinéen du côté de la Belgique. Et donc l'information, en tout cas, a été distillée un peu partout. Dans la presse et sur les réseaux sociaux. Alors, nous nous sommes intéressés à ce dossier pour tenter un peu d'établir la véracité des faits et dissocier le vrai du faux afin que l'opinion comprenne la vraie réalité dans cette histoire. D'abord, il faudrait rappeler, si nous référons, n'est-ce pas, à cette loi qui fixe les prérogatives ou les missions de la BCRG, les statuts de la BCRG. Est-ce que la BCRG a l'habilitation de procéder à l'achat et à la vente de l'or ou des produits, des métaux précieux? Donc, oui, bien sûr que les statuts, la loi lui confère cette possibilité-là. Eh bien, l'autre côté, c'est quoi? Il faut dire au lendemain des événements du 5 septembre, précisément, pour être plus précis, au mois de décembre 2021, nous avons été informés que les premières rencontres autour de cette histoire d'or du côté de la présidence guinéenne ont commencé à se tenir. Des questions, des interrogations avaient été faites pour savoir est-ce réellement l'État guinéen dispose de l'or à l'international. Alors, il faut dissocier les choses. C'est la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, qui procède à l'achat d'or pour le revendre afin d'alimenter son compte
en devise, son compte en devise. On est d'accord? Donc, pour que l'État guinéen, ou en tout cas la Banque centrale de la République de Guinée, puisse approvisionner son compte en devise, il faudrait passer par ces opérations d'achat et de revente des produits, des métaux précieux pour justement alimenter ce compte-là. Et c'est dans cette démarche justement que la BCRG s'est inscrite. Alors, il y avait une première coopération entre la BCRG et une banque suisse. Mais par le fait des événements, les choses évoluent. Le prix de l'or avait chuté à un moment. Cette banque suisse a décidé d'interrompre ses coopérations avec la BCRG. Ça, c'était en 2013. Mais avec les doléances qui avaient été posées, selon nos informations, venant même de la BCRG, maintenant là, ils ont trouvé un couloir d'entente pour étendre, n'est-ce pas, l'expiration de leur coopération à 2014. Donc de 2013, ils sont allés jusqu'à 2014. Donc 2014, c'était la fin des collaborations entre la banque suisse et la BCRG. Après, la BCRG a procédé à ce qu'on appelle à une consultation restreinte pour recruter une société qui va être chargé de l'affinage des quantités d'or que la banque achète ici en Guinée et les placer, n'est-ce pas, après le raffinage, ils vont placer l'or pour être vendu afin que des intérêts soient générés au profit de la BCRG pour alimenter le compte en devise. Attention. Pour ne pas te couper, il faut des précisions, pardon. Et à ce niveau, il faut le raffinage en même temps labelliser cette ressource, cet or au nom du pays. Et donc, moi, je vais revenir sur ce dossier tout à l'heure. Labellisé au nom de la BCRG. C'est ça même. C'est ce qu'il dit. Oui. C'est important. Il faut continuer. Voilà. La précision est importante. Merci. Il a été dit, est-ce la Banque centrale a aussi l'autorisation, est-ce que la loi lui confère, n'est-ce pas, ce pouvoir de procéder à ce mode de recrutement d'un opérateur ou d'un partenaire qu'on appelle consultation restreinte, qu'on appelle appel d'offres restreinte? Oui, la loi, le Code des marchés publics, en son article 28, stipule effectivement qu'on peut passer à des procédés comme ça pour traiter des coopérations ou en tout cas des marchés avec des entités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, comme je l'ai dit, les multiples interrogations à la présidence, où est l'or, nous apprenons des sources sûres du côté, ou en tout cas au haut lieu, que le gouverneur de la BCRG et le représentant de la société Afinor a été recruté, comme je l'ai dit, sur la base d'une consultation restreinte. Il y a un ancien ministre de l'enseignement supérieur qui servait à l'époque à la BCRG qui, selon nos informations, aurait même présidé, n'est-ce pas, cette commission de technique, pour cette commission restreinte qui a débouché sur le recrutement de Afinor pour gérer, pour s'occuper de l'affinement, de l'affinage justement des quantités d'or de la BCRG et les placer en vente. Donc, après le recrutement, parce qu'il y a eu ces reproches-là que le contrat était mal ficelé. Donc, alors que la loi et tout a été clair, le contrat aussi, nous en avons copie et tout est détaillé dedans. Le monsieur, l'ancien gouverneur de la BCRG, se serait rendu, lui et un certain Mamadi Condé, qui est le représentant de l'Afinor en Guinée, se serait rendu au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale. Le colonel Bala et le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Guiba Diakité, qu'ils auraient eu des entretiens de 22h jusqu'à 2h du matin autour de cette histoire d'or. Et finalement, toutes les explications avaient été apportées, mais ils ont conclu comme quoi ce n'était pas suffisant pour qu'ils comprennent vraiment le procédé. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des coups de fil entre les nouvelles autorités de la BCRG et la société Afinor du côté de la Belgique. Et donc, Afinor, ces coups de fil, selon nos informations, pendant que le gouverneur et le nommé Mamadi Condé défilaient devant l'investigation judiciaire de la gendarmerie, devant le colonel Sangari à l'époque, il avait été confirmé. Ils ont appelé qu'ils auraient passé un coup de fil en présence justement de l'officier enquêteur en direction de l'Afinor pour confirmer l'existence des 3 tonnes d'or à leur niveau. Effectivement,
ces coups de fil, selon les informations, ont révélé comme quoi les 3 tonnes d'or au nom de la BCRG existent bel et bien sous la garde de l'Afinor, du côté de la Belgique. Donc, ces confirmations avaient été faites. Au sortir de la gendarmerie, parce qu'à l'époque, depuis décembre, on est sur ce dossier. Au sortir de la gendarmerie, le gouverneur, l'ex-gouverneur Dr Louis Nabé et le représentant de Afinor sortaient maintenant des locaux de la gendarmerie. Ils ont fait escorter le représentant de Afinor par 2 agents de la gendarmerie. L'autre était seul. Mais depuis cette sortie de la gendarmerie, le représentant de Afinor, n'est-ce pas, a pris ses jambes au cou. Qui est-ce qui a facilité cela alors qu'il était escorté par des agents? C'est-à-dire, il y avait des agents qui étaient avec lui. Puisque nous avons appris à l'époque qu'il est sorti... Effectivement, comment il a réussi à sortir du territoire national alors qu'il y avait des agents de la gendarmerie qui étaient, n'est-ce pas, avec lui pour le surveiller. Et suite à tout cela, les soucis ont commencé avec l'ancien gouverneur et que la présidence aurait dit qu'il faut des poursuites judiciaires. Mais bien avant, les nouvelles autorités de la BCRG ont aussi à leur tour tenté d'entrer en contact avec l'Afinor. Afinor, à son tour aussi, aurait confirmé à ces nouvelles autorités qu'effectivement, l'or existe à leur niveau. Eh bien, au même moment, c'est par écrit, c'est un courrier qui leur a été adressé, sauf que le jour où ce courrier demandant des éclaircissements sur l'existence de l'or, il y a eu un deuxième courrier qui est parti comme pour demander à la société de procéder au placement de ces 3 tonnes d'or auprès d'une autre société qu'on appelle Brims. Brims, qui est une société de transport de métaux précieux un peu partout à travers le monde, qui est une société américaine. Qui est une société américaine. Il y a des choses. Oui, vas-y. Faire une précision par rapport à ce placement, parce que à ce niveau-là, c'est une insulte. Vous imaginez notre ressource. Et cela, Babila, donne par an 12 millions d'euros. Vous imaginez notre ressource qui est placée au compte d'une entreprise, et nous, on est là, il n'y a plus rien. Donc, c'est juste pour faire une précision. Attention, Djibril. Attention avec les données, parce que, attention, ok, Djibril, on va faire très attention, parce que ces données, moi, en tout cas, au cours de nos enquêtes, on n'a jamais eu connaissance de cette histoire de 12 millions d'euros. Parce que, attendez, la valeur est là, il faut qu'on aille méthodiquement. Il faut aller doucement, hein, parce qu'il faut faire très attention. Dans un premier temps, la BCRG a procédé à l'achat d'une quantité de 12 tonnes d'or. 12 tonnes d'or. La BCRG, comment revendre ça sur le marché international? Il y a des procédés. Le secteur est gouverné, n'est-ce pas, par des procédés qui sont vraiment très stricts pour éviter tout problème à l'international. Et donc, il faut passer par ces canaux normaux pour procéder, n'est-ce pas, à la liquidation de ces c'est comme des marchandises. C'est comme des marchandises. Ça a été liquidé, il est resté 3 tonnes. Et il est resté, les 9 tonnes avaient été liquidées dans un premier temps. Et je vais même préciser la partie. D'abord, ça c'était... Allez-y, voilà, il y a eu une quantité de 2 tonnes 400. La première quantité qui avait été achetée par la BCRG, c'était 2 tonnes 400 qui avait été revendue avec un intérêt de 140 milliards de francs guinéens. 140 milliards de francs guinéens qui ont été logés sur les comptes de la BCRG en devise. En devise. Et après, il y a eu, n'est-ce pas, entre 2015 et 2021, environ 12 tonnes qui avaient été achetées dans les ressources de la BCRG. Donc, et envoyées à Afinor après justement ce contrat-là. Et le contrat est clair. Le contrat, nous avons copie ici. L'objet du contrat, il est dit que ce présent contrat est l'engagement de la société Afinor à l'effet de raffiner et déposer sur le compte d'or brut subvisé et qui constitue la propriété de la Banque centrale de la République de Guinée, de certifier le dit or sous le poinçon qu'on appelle London Bullion Market Association, ou l'association du marché londonien du lingot d'or. Donc la certification devrait être faite à ce niveau et de transcrire un acte de dépôt du même or une fois labellisé sous le poinçon qui est indiqué, et que au compte du métal de la BCRG, que ce soit placé en tout cas au compte métal de la BCRG, et après auprès des Afinor, et ce contre-remboursement
bien sûr, a posteriori de la rémunération des services et frais, des frais et des débours liés à cet ouvrage. Donc, le contrat est clair. Il y a eu des interrogations autour de ce contrat. Il a été dit que le contrat a été ficelé sans l'avis du service juridique de la BCRG. Sauf que nous, dans nos enquêtes, nous sommes tombés sur des éléments qui sont tout à fait contraires à ces éléments d'information qui ont été relevés auprès des services judiciaires. Alors, qu'est-ce qui est dit dans... il y a un document pour que le contrat de Afinor soit signé. Il y a eu ce document qui a été signé à l'attention, n'est-ce pas, de monsieur le gouverneur, l'ancien gouverneur, afin qu'il puisse vraiment procéder à la signature du contrat. On dit note à l'attention de monsieur le gouverneur. La note date du mois de mars, du 23 mars 2021. Objet, projet de contrat, du contrat administratif de raffinage et dépôt d'or au compte métal de la BCRG. Nous avons l'honneur de vous soumettre pour signature 2 exemplaires du projet de contrat cité en objet. Pour exécution de ce contrat, eh bien, ils ont parlé de la société Afinor en premier, justement, et donc, nota bene, il convient de préciser que les parties conviendront le prix des services et le mode de facturation dans une annexe qui fera partie intégrante du présent contrat. Donc, cette note-là qui certifie au gouverneur que toutes les études préalables sont menées et qu'il pouvait procéder à la signature du contrat. Cette note est signée de 3 personnes de la BCRG. Il s'agit en premier lieu du chef service organisation, Mohamed Seydouba Silla, du directeur du service juridique et organisation, M. Gabi, et lui, son adjoint. Il y a les 3 signatures qui sont là. Donc, ça a été enregistré au niveau du bureau du gouverneur de la BCRG. C'était le 30 mars 2021. Donc, on est clair sur le contrat. Là, s'il y a des reproches à faire par rapport aux conditions dans lesquelles le contrat a été fait avec Afinor, je pense que c'est clair. Le service juridique a donné son avis favorable et c'est cet avis favorable justement qui a motivé la signature du contrat. Alors, venons-en aux 3 tonnes, à la quantité des 3 tonnes. Quand on procède à l'achat de 12 tonnes et qu'on revend 9, les intérêts ont été reversés sur le compte devise de la BCRG. Les 3 tonnes étaient déjà là-bas. Ça a coïncidé à la chute du prix. C'est un contrat d'1 an qui peut se renouveler. Ils ont demandé, la BCRG, il y a eu des courriers, des échanges de courriers entre les différentes entités. Le premier courrier est venu de Afinor. Ça, c'était le 15 avril 2021, au moment où personne ne s'attendait à un coup d'État. Alors, il est dit, à l'attention de monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, concerne demande d'autorisation de placement d'or. Donc, la société Afinor ne pouvait pas procéder à un quelconque placement de l'or sans se référer d'abord à la BCRG. Donc, c'est cette demande-là qui a été formulée. Dans le cas, il dit, monsieur le gouverneur, dans le cadre du contrat administratif de raffinage et de dépôt d'or au compte métal de la BCRG que nous avons signé, nous sollicitons aujourd'hui l'accord de la BCRG afin d'effectuer le placement de son or selon les modalités suivantes. Une quantité de 3 tonnes d'or placée pour une durée de 12 mois, une rentabilité garantie de 5,25% brut de la valeur initialement placée au bénéfice de la BCRG, un placement effectué auprès de l'une des institutions bancaires suivantes, HSBC ou encore Morgan, la société JP Morgan ou Scotia Bank. Donc, c'était les 3 services. Alors, la Banque centrale a répondu le 11 mai 2021, placement de notre stock d'or à monsieur le directeur général d'Afinor. En réponse à votre lettre en date du 15 avril 2021, j'ai l'honneur de vous informer que la Banque centrale de la République de Guinée donne son accord pour engager les discussions avec JP Morgan conformément aux modalités indiquées dans votre courrier, à savoir quantité d'or, les 3 tonnes. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de doute sur l'existence des 3 tonnes, mais aussi maturité 12 mois, également rendement 5,25%. Il reste entendu que le placement est soumis à la délivrance pour des certificats, pour vraiment s'assurer, à la délivrance de cette banque, par cette banque, d'un certificat de dépôt au nom de la BCRG, c'est-à-dire que l'or a été effectivement placé auprès de cette banque au nom de la BCRG,
mais aussi conformément aux termes du contrat en date du 1er avril 2021. Cette note a été signée par, n'est-ce pas, la direction des opérations d'échange, la direction des opérations d'échange de la BCRG, M. Sidiki Kaba. Et après, l'AFINOR a répondu également par un autre courrier en date du 20 octobre 2021. Donc, après le coup d'État, 20 octobre 2021, il a dit... C'est 20 octobre 2021. Il est dit placement de l'or de la BCRG. Monsieur le gouverneur, monsieur le directeur des opérations d'échange, faisant suite à votre demande de certificat de dépôt en date du 15 mai 2021 au nom de la BCRG, nous venons par la présente vous informer qu'après plusieurs rencontres, la JP Morgan, la banque JP Morgan, indique que leur procédure interne ne leur permet pas de délivrer le document. En effet, pour délivrer un certificat de dépôt au nom de la BCRG, elle doit forcément avoir un compte ouvert dans ses livres. Donc la BCRG devrait disposer d'un compte chez eux. Effectivement, en qualité de garant des intérêts de la BCRG, il est primordial pour notre société, c'est Afinor qui dit cela, d'assurer la bonne gestion de l'or qui nous a été confiée par vos soins et qui reste la propriété de la BCRG. À ce jour, les organismes de placement que nous avons sélectionnés nous permettent de garantir à la BCRG une rentabilité sûre et importante et la sécurité des données de vos biens. Donc, on ne va pas lire tous ces courriers. Donc, tous ces documents certifient l'existence de l'or, contrairement à ce qui se dit que l'or a été détourné. On est d'accord? Alors, d'où est venue toute cette panoplie de problèmes contre l'ancien gouverneur? Comme je vous l'ai dit, il y a eu des reproches qui ont été faits aux conditions d'établissement du contrat. Ça, l'équivoque est levé. Il y a eu des doutes comme quoi que l'or a été détourné. Alors que Afinor précise effectivement que l'or existe encore à leur niveau. Maintenant, il y a eu cette mission. Imaginez un peu la BCRG avec les nouvelles autorités qui adressent un courrier qu'ils voudraient avoir un entretien au moment pic de Covid-19, faire un déplacement pour aller visiter l'or. Eh bien, Mamad, le représentant, ils ont fait la demande. Ils ont automatiquement, courant de la même semaine, ils ont dit jeudi, nous voulons nous rendre en Belgique pour visiter l'or. Ils ont dit c'est pas comme cela que ça se passe en fait. Et au même moment, l'autre courrier est tombé encore pour demander à la société de procéder au placement de l'or auprès de Brice. Donc, vous comprenez un peu, vous avez un contrat avec une société et que vous demandez à vous assurer de l'existence de vos biens, vous lui demandez au même moment de transférer les données, c'est que comme quoi vous mettez fin à votre collaboration avec la société en question. Donc, ça va installer forcément des doutes chez le partenaire. Voilà, le gouverneur, l'actuel de la BCRG a eu à faire un déplacement du côté de la Belgique. Il lui a été notifié que la quantité d'or, les 3 tonnes sont bien disponibles au niveau de Afinor. Mais la demande du gouverneur qui n'avait pas été satisfaite, qu'il voudrait voir de ses propres yeux la quantité d'or en question. C'est ce le gouverneur voulait en effet activer le gouverneur voulait en effet accéder au coffre de Afinor pour pouvoir voir par lui-même les lingots d'or. Afinor ne détenant pas que l'or de la Guinée n'a pas cédé à cette demande, mais a donné toutes les garanties au gouverneur et à son équipe qui est allée que l'or existait chez eux et que l'or appartenait encore à la République de Guinée. Oui, Alphonse, je voudrais juste faire cette précision par rapport à ce déplacement du gouverneur actuel, Dr Karmoko Kaba. Vous savez ce qui s'est passé? Il a effectué 3 tests Covid. Le premier test, d'abord, on lui dit que c'est positif. Donc, il procède à un deuxième test, c'est négatif. Troisième test, négatif. Donc, il y a eu toutes ces subtilités, toutes ces stratégies pour le dissuader de ne pas aller à ce moment. C'est des informations que je possède moi aussi. Attention. Donc, oui, c'est juste une précision par rapport à son déplacement. D'accord, allez-y. Donc, Djiba, c'est un peu par rapport à cette histoire d'or.
Est-ce en un seul cadre? Vous n'êtes pas sans savoir, pour procéder à ce placement, le contrat avec, n'est-ce pas, cette commission qui avait été mise sur pied, il y a le comité d'orientation stratégique qui est un des organes de la BCRG, mais aussi le comité d'investissement. Ce sont ces comités qui étudient le dossier, qui déterminent le pourcentage du taux d'échange, n'est-ce pas, en leur sein, peut-être pour décider du placement de l'or, n'est-ce pas, et même discuter des modalités de vente. Après tout cela, il y a cet auditeur externe de la BCRG qui a, sur l'exercice de 2020, qu'on appelle KPMG qui est l'auditeur externe de la BCRG, qui a mené également ses audits, et les rapports ont conclu qu'effectivement, les quantités d'or, les 3 tonnes d'or existent bel et bien au niveau de Afinor pour le compte de la BCRG. Et tous les comptes de la BCRG avaient été approuvés par n'est-ce pas, cet audit de KPMG. Alors, les accusations sont venues d'où maintenant? Pourquoi justement avoir inquiété l'ex-gouverneur ou l'avoir accablé de détournement des 3 tonnes d'or alors que l'existence est là encore? Moi, je pense à ce niveau, Alphonse va poursuivre tout à l'heure, il y a je ne sais pas comment qualifier cela, mais il y a un doute, il y a une crise de confiance, il y a une méfiance entre les deux entités aujourd'hui. Est-ce Afinor qui a établi ce contrat avec des autorités légalement investies va vouloir remettre l'or à la disposition de ceux-là qui sont là maintenant sur des bases qui n'avaient pas été préalablement mentionnées dans le contrat de départ? Donc il y a assez de questions à ce niveau. Et la suite, Alphonse va en venir jusqu'au moment où on est arrivé à la CRIEF, jusqu'à l'État, au moment où on a fixé les 10 milliards de caution. On va conclure sur ça. Allez-y, Alphonse, rapidement. Ok, allez-y. Par rapport au cas Lonseni, Babila l'a précisé, mais il faudrait d'abord qu'on permette au public de comprendre c'est quoi Afinor. Afinor, c'est une entreprise de raffinerie et de placement d'or. Vous pourrez accéder à son site afinor2f.be. C'est une entreprise belge qui fait dans le raffinage et le placement et la vente d'or. Elle le fait pour des particuliers, pour des entreprises et pour les États. Les traders à l'international, parce que la Banque centrale n'a pas la capacité de vendre son or. C'est comme les pays vendeurs de pétrole, il y a des traders qui existent sur le marché. Eux, leur travail, c'est de vendre les métaux précieux. Donc, les opérations à l'international de vente d'or ne peuvent pas se faire par les banques centrales. Ces traders-là sont ceux qui jouent les intermédiaires entre les acheteurs d'or et les vendeurs d'or. Et quand ils vendent l'or, ils récupèrent les devises qui reversent dans les comptes de la Banque centrale. Et c'est cette réserve... Tout en retirant leur part. Oui. En fait, ils négocient avec leur intérêt. Donc, quand ils retirent leur part, ils reversent dans les comptes de la BCRG. C'est ce qui nous permet de garantir notre économie. Parce que notre réserve en devises permet de déterminer le niveau de santé de notre économie. Donc, ça, c'est déjà par rapport à Afinor. Dans le cas Lonseni, qu'est-ce qui s'est passé? À la prise du pouvoir, l'une des premières interrogations que les autorités de la transition se sont posées, et ça c'est tout à fait légal, c'est quel est l'état de santé de notre économie. L'état de santé de notre économie va de soi avec la nature de l'existant. Ils se sont posé la question de savoir où se trouve l'or de la Guinée. Mais une précision à ce niveau, l'or n'appartient pas à la République de Guinée, l'or est à la Banque centrale de la République de Guinée. Ça ne fait pas d'elle la propriété de l'État guinéen. La Banque centrale gère l'or pour permettre à la Guinée d'avoir une réserve en devises. Donc, la Banque centrale a notifié à la gouvernance de la transition que l'or était placé chez son partenaire Afinor qui s'occupait de la vente, qui s'était déjà même occupé de la vente des 12 premiers tonnes et de 9, et que les fonds ont été reversés. La preuve de ce placement a été apportée, documentée. La preuve de la vente a été apportée, documentée. Et la preuve du reversement de la valeur
de ces 9 tonnes vendues a été apporté. Donc à ce niveau, il n'y avait pas de doute. Maintenant, l'interrogation est revenue sur les 3 tonnes restants. Il fallait donc offrir la garantie que les 3 tonnes n'ont pas été bradées par le gouverneur sortant et son équipe. Bon, vous savez, il y a, comme l'a dit Maître Yomba, il y a la commune renommée dont souffrent beaucoup de nos cadres souvent. On a laissé entendre par plusieurs fois, même sous la gouvernance Sekouba Konaté, que les autorités ou certains hauts cadres avaient la possibilité d'aller puiser l'or dans la réserve de la Guinée. Pourtant, la réserve d'or de la Guinée de plusieurs pays de la sous-région ne sont pas dans nos banques, mais sont auprès des partenaires à l'étranger. Donc, surtout, ce n'est pas l'État, c'est la Banque centrale dans sa politique monétaire et financière qui procède à l'achat de ces quantités d'or pour alimenter son compte en devises diversifié. Sinon, ils peuvent complètement se passer de cela et les opérateurs peuvent traiter avec des partenaires étrangers. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas Lonseni? Ils sont invités, lui et le représentant de l'entreprise partenaire qui s'occupe de la question d'or, à la présidence, puis au haut commandant de la gendarmerie. Au niveau de ces 2 entités, ils apportent les preuves. Les autorités de la transition, voulant mettre un garde-fou, ont demandé aux représentants de Afinor en Guinée de signer un engagement. L'engagement portait sur 3 choses. L'existence réelle des 3 tonnes d'or chez Afinor. La garantie que la Guinée pourrait disposer de son or comme il voudra. Et 3e, permettre au gouverneur de la Banque centrale, l'entrant, d'effectuer un déplacement chez Afinor pour pouvoir s'enquérir de la situation de notre or. La garantie a été signée par le représentant d'Afinor et le haut commandement de la gendarmerie ne s'est pas limité là. Ils ont dépêché 2 gendarmes qu'on a mis dans l'escorte du représentant d'Afinor. Quelle a été la suite pour que le jeune sorte du pays? Ça, c'est une autre interrogation. Maintenant, revenons encore au dossier Afinor. Le représentant d'Afinor ayant pris la poudre d'escampette, on invite le gouverneur qui est soupçonné d'être le cousin du représentant de Afinor. Parce qu'il vient, le gouverneur est de Banco, qui relève de Dabola, et que le représentant de Afinor est de Dabola. Et donc, ils ont imaginé une relation de famille. Donc, il serait en collusion avec eux. Alors que, selon nos enquêtes, sur la base des éléments qu'on a recoupés, et à la fois au sein même de la BCRG, que ce n'est nullement le gouverneur qui a pris contact avec Afinor. Et n'a jamais eu à faire un déplacement direct vers Afinor, mais plutôt des cadres techniques de la BCRG qui ont eu des relations avec la société. Allez-y rapidement, Alphonse, pour clôturer. Le jeune s'étant échappé, l'interrogation est revenue sur le fait, ses liens avec le gouverneur. Le gouverneur aurait, à l'époque, permis à l'autorité de comprendre qu'il n'avait premièrement aucune attache familiale avec la personne, le représentant de Afinor, et que deuxièmement, ce n'est pas au gouverneur de s'occuper de ces aspects-là, vu qu'il y a d'autres cadres, dont les vice-gouverneurs et d'autres cadres techniques, qui sont chargés de ces opérations-là. Donc, on a transféré le gouverneur à la direction centrale des investigations judiciaires. Le service a fait son travail comme il le fallait, les investigations ont été faites, l'audition a été faite. Le rapport qui avait été transmis à la CRIEF, ce rapport indique clairement qu'ils n'ont rien trouvé contre le gouverneur par rapport à cette histoire d'or, parce qu'ils ont confirmation que l'or existe effectivement de l'autre côté. Donc, la direction des investigations a transféré son rapport à la CRIEF. Et c'est arrivé à la CRIEF avec ce rapport qui indique que l'or existe et que les éléments de preuve ont été apportés sur l'existence et que rien n'est à reprocher pour le moment au gouverneur, que de nouvelles charges ont été apportées au dossier. Charges selon lesquelles le marché n'aurait pas été passé légalement, ce qui a été contredit par l'existence même de l'avis juridique apporté par le directeur juridique et celui des opérations. Et que le second point, c'est que le gouverneur n'aurait pas pris le soin de se déplacer pour aller en Belgique en personne pour aller voir la société. Le gouverneur a rétorqué qu'il n'est pas de son devoir en tant que gouverneur de la Banque centrale
il n'est pas de son devoir de se déplacer pour aller vers les partenaires. Surtout que dans ce type d'opération, ce n'est pas les managers de ces entreprises-là qui traitent, mais ce sont des cadres de direction. En définitive, aujourd'hui... En définitive, le gouverneur de la Banque centrale se retrouve dans les mailles de la justice pour un dossier qui est difficile à constituer. Parce que les charges retenues contre lui sont la passation de marché, ne sont pas soutenues. L'avis juridique du directeur juridique de la Banque centrale remet ça en cause. Détournement de deniers publics. L'existence de l'or a été confirmée par plusieurs courriers et même par la visite du gouverneur de la Banque centrale du côté de Afinor. Et toutes les autres charges, blanchiment d'argent, bon, ça c'est les charges habituelles de la CRIEF qu'on dépose sur les cas. En écriture publique. Et aujourd'hui, on peine à en sortir. Voilà. D'accord. Son dossier a commencé à Babila, on n'a plus assez de temps. Oui, on va. Nous avons que 5 minutes. On a un invité dans le... Avec celui de la CRIEF. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? La CRIEF, la chambre d'instruction, a rendu un verdict permettant au gouverneur d'aller se faire soigner. La première requête que ces avocats ont déposée, c'était de demander à ce qu'on lève les charges, parce qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve, et qu'on permette au gouverneur, vu son état de santé très critique, d'aller se faire soigner. Ils ont demandé une caution de 20 milliards d'abord, ensuite de 10 milliards. Mais cette caution a été payée par plusieurs personnes de la famille qui se sont réunies pour 1 milliard et 4 titres fonciers venant de plusieurs membres de la famille qui ont été remis, mais au-delà, la chambre exige que ce soit en espèces. Parce qu'on imagine que c'est le gouverneur de la BCRG qu'il faut nécessairement et impérativement qu'il verse les 10 milliards en espèces. Et ce n'est pas le pire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que nous, on s'est intéressé à la question de l'OCENI. L'OCENI refuse de recevoir encore les journalistes pour préserver cette situation. Mais des membres de sa famille nous ont permis de comprendre que son état de santé est très critique. Et qu'aujourd'hui, la justice l'a refusé, en dépit du versement de cette caution-là, d'aller se faire soigner. Et selon le rapport médical dont on a vu un extrait, l'OCENI est dans un état de santé plus critique que celui de Lonseni Camara qui est décédé en détention. Donc aujourd'hui, on est face à un scénario où la justice n'a pas encore apporté les preuves de ce qu'on lui reproche, mais par la même occasion refuse de laisser aller se soigner. On ne porte pas des charges contre des morts. Aujourd'hui, le risque est que... Quand vous n'êtes plus de ce monde, c'est fini. Les charges sont abandonnées. Le risque est que la personne de Lonseni Nabé se retrouve face dans la même situation que l'Océanie Camara. Il y a eu deux rapports médicaux qui ont été élaborés par... Oui, Babila, on n'aura plus le temps. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il est dans une situation très critique. Qui demande son évacuation. On va partir avec cette transition. On se retrouve tout de suite avec un autre invité. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des De première édition réussie, la structure Macom a officiellement lancé la 3e édition des Media Awards guinéens, un événement qui distingue les meilleurs de la presse guinéenne. C'était le vendredi 23 décembre dernier. La cérémonie annoncée pour le samedi 18 mars 2023 et le doyen Odilon Théa sera à l'honneur. Parmi les innovations de cette année, il y a la publication d'un document dénommé le Guide des Mags. Que conseille-t-il à quand le début de la sélection des nominés qui pour succéder à Lamine Guirassi et Aboubacar Diallo, les 2 derniers lauréats du Grand Prix? Élément de réponse avec notre invité qui est déjà avec nous sur le plateau, Yeke Bonamou, qui est le responsable des questions juridiques des Media Awards. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour. Merci d'être là. Media Awards, 2 éditions avec un coup d'essai, un coup qui réussit. Et certainement Félix pour la première question avec notre invité. Oui, on sait que vous êtes dans la projection de la 3e édition. Dites-nous concrètement, d'abord la première question, quelles sont les innovations de cette 3e édition de Media Awards? Alors, merci de me recevoir pour parler des Media Awards Guinée. Cette 3e édition, nous l'avons dénommée l'édition de la maturité. Et donc, en tant qu'édition de la maturité, tout est fait pour que ça soit complètement différent des 2 premières éditions. Et la grande nouveauté, vous aurez constaté avec moi que c'est l'élaboration d'un guide
en tout cas en ce qu'on sache en Guinée, c'est la toute première édition d'AWOS en Guinée qui édicte un guide des MAG, un guide pour encadrer tout le process de compétition entre les journalistes. Donc c'est un guide qui a été élaboré en collaboration avec beaucoup d'acteurs très expérimentés, et donc il fait que on va désormais, on espère, être à l'abri de beaucoup de critiques, parce que évidemment c'est des événements qui suscitent beaucoup d'engouement et naturellement beaucoup de critiques. Donc l'objectif derrière ce guide, c'est de taire plus ou moins quelques critiques parfois très subjectives. L'autre innovation, c'est par rapport n'est-ce pas, à l'accompagnement que nous avons des partenaires. Nous avons beaucoup de journalistes, beaucoup de grands journalistes qui ne vont pas dans cette compétition parce qu'ils estiment que les règles du jeu ne sont pas très claires. Désormais, le guide va taire toutes ces On va traiter ces cette question. On va traiter toutes ces questions. Mais on a un partenaire qui a décidé cette année de récompenser le Grand Prix avec un terrain. Donc vous voyez que de plus en plus de partenaires font confiance à l'événement et accompagnent à la hauteur de l'événement avec des moyens vraiment très grands. Donc nous espérons que les médias les médias Guinée vont permettre désormais aux journalistes de changer plus ou moins de mode de vie. Et la grande nouveauté cette année aussi, c'est que le prix de l'homme ou de la femme de médias n'est pas réservé qu'à de grands professionnels de médias. Désormais, le journaliste lambda peut, au même titre que les patrons de presse, les grands barons des médias, participer au Grand Prix et devenir vainqueur. Parce que pour nous, il ne sert à rien de donner, par exemple, un téléviseur à un Lamine Guérassi. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il a déjà beaucoup de choses. Mais l'objectif, c'est de donner la chance à tous les petits journalistes d'être grands. Voilà des innovations. Il y a aussi le cas de la formation que nous sommes en train d'ambitionner. Il y a un prix, parmi les prix sociaux, il y a le prix production web. Oui. Contenu web. Oui. Nous qui avons nos pages que nous animons avec nos activités, est-ce que cela peut compter dans la compétition? Bien sûr, si c'est un prix déjà qui est retenu, ça va compter dans la compétition. Et je vous invite à ce titre d'ailleurs à lire le principe 10 consacré aux différents critères. Parce que en fait, l'objectif qui est derrière ce guide, c'est de permettre à chaque candidat d'être prêt, de savoir quels sont les critères d'évaluation. Globalement, c'est le règlement. C'est le règlement intérieur. Alors, donc, chacun sait plus ou moins sur quelle base je dois aller pour que j'ai plus de chances d'avoir le prix. Voilà. Alors, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est que avec cette 3e édition, lorsqu'on regarde même le guide ou la communication, c'est que le nombre de prix a diminué, contrairement à la première et à la 2e édition. Pourquoi avoir diminué le nombre de prix pour cette 3e édition? Alors, c'est des discussions internes que nous avons eues et nous avons trouvé opportun de réduire le nombre de prix parce que vous avez remarqué que les éditions dernières, il y a des prix qui n'ont pas été attribués parce que le jury s'est retrouvé parfois devant l'impossibilité d'attribuer des prix tellement que 2 ou 3 prix se ressemblaient. Donc, après beaucoup de discussions à l'interne, nous avons décidé de réduire le nombre de prix pour être le plus objectif possible. Voilà. D'accord. Et oui, Aoulatou, allez-y. Justement, comment la sélection va se faire? Est-ce qu'il y a une commission qui est mise en place pour écouter ceux qui vont postuler, ou bien les gens vont postuler de façon volontaire? Alors, ça me ramène un peu à la question des nouveautés cette année. Nous avons, par le passé, nous-mêmes à l'interne, constituer une commission de présélection. Alors, pour être plus objectif, cette année, nous avons décidé de mettre en place une commission de veille. La commission de veille a un rôle de présélection des candidats, des nominés. Et la commission de veille est constituée de journalistes, tenez-vous bien, de techniciens, de consultants médias et de fidèles auditeurs. Leur rôle, c'est pas le rôle du jury, mais c'est de détecter qui peut être nominé à tel prix. Donc il faut un travail de base en amont qu'ils transmettent aux médias Guinée, quitte aux médias Guinée de transmettre cette liste au jury qui maintenant va faire le travail de fond. Donc voilà comment se fait à la base la présélection. Et il faut rappeler que l'événement est prévu
le samedi 12 mars 2023 et le doyen Odilon Théa sera à l'honneur parmi les innovations de cette année. Tout à fait, tout à fait. Nous savons tous que le doyen Odilon Théa est quelqu'un qui a apporté une touche particulière au monde des médias. Et comme le slogan l'indique, célébrons nos vivants. Nous sommes dans la dynamique de ne pas célébrer les gens à titre posthume. D'accord. Il faut les célébrer de leur vivant. Et vous avez vu à la conférence de presse, le doyen Odilon était presque en larmes parce qu'il a lui-même dit qu'il ne pensait pas que de son vivant il serait célébré. Oui. Et vous avez remarqué qu'on ne va pas qu'avec la célébration. En fait, il y a des têtes d'affiche qu'on célèbre. Justement. Mais pour chaque prix, nous donnons le nom d'un acteur incontournable de la presse à chaque prix pour davantage célébrer. Alors justement, puisqu'on est pris par le temps, qu'est-ce qui n'a pas été dit, que vous voulez passer un message pour ceux qui nous suivent, certainement vos partenaires, un message à l'endroit de votre public cible, les médias? Alors, les Media Awards Guinée, encore une fois, sont un événement majeur dans le monde de la presse. J'invite tous les acteurs des médias à adhérer à cette idée et à compétir parce que la loi, certes, consacre tout ce qui est droit dans le monde des médias, mais la loi ne sacre pas. La loi ne célèbre pas les meilleurs. Il n'y a que les Media Awards Guinée qui permettent de célébrer le mérite. Donc nous sommes dans une dynamique d'excellence et de mérite. Tous ceux qui se reconnaissent talentueux, tous ceux qui veulent apporter une touche particulière aux médias sont invités à participer à ces Media Awards Guinée. Et merci vraiment Yeke Bonamou d'être passé. Je rappelle que vous êtes responsable des questions juridiques des Media Awards. Et félicitations également à Antoine Kourouma. Et samedi 18 mars, n'oubliez pas, et oui Antoine qui vient de nous écrire, il tient à cette date. Et merci également à tous ces partenaires qui ont voulu donner un sens à ce projet aujourd'hui qui est en train de gagner un palier dans le pays et pourquoi pas peut-être un jour dans la sous-région. C'est la fin de cette émission. Aoula Tousso, toutes nos excuses. On va répartir du côté de Dakar si tout va bien, peut-être le lundi si on est toujours là encore. Ici, le chef suprême, voilà, le Dieu en tant que l'omniprésent, l'omnipotent, nous donne longue vie et la santé pour se retrouver ici lundi. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout prenons soin de la Guinée car elle le mérite. À la technique, à la radio, ici il y avait Saloum Kamara qui nous a accompagnés. Merci à la régie, Poutine, Lamine Sidibé, Mafata Sano, les Kayatou qui nous accompagnent tous les jours, on ne les oublie pas. Au revoir. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Tousso, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimouno forment le Before GG.